Alors, j'ai le plaisir d'accueillir Christophe Barman à la Paradigme 21 Academy. Christophe qui est l'un des fondateurs de Loico, une société de 90 personnes qui sous-traite des tâches administratives des PME. Christophe, bonjour. Bonjour. Donc aujourd'hui, tu es ex-CIO, c'est ça? C'est ton nouveau titre? Ouais, c'était un titre de transition, là. Maintenant, on a plutôt une liste de rôles et plus vraiment de titres. Mais effectivement, j'aime bien dire ex-CEO, ça titille. Ça titille. Et Mhm. donc à la base, vous étiez une entreprise libérée, c'est-à-dire qui réduit les étages administratifs. Et là, Mhm. si j'ai bien compris, en fin de compte, il n'y a plus aucune hiérarchie chez Loico. Non, il n'y en a plus depuis maintenant 2 ans, depuis qu'on a décidé de supprimer la direction pour confier le pouvoir à notre constitution. Ok. Mais alors, quel a été le déclic qui a impulsé ce changement chez Loico? Comment t'es passé de cet état de CIO à ce que tu es maintenant? Ouais, c'est assez progressif finalement parce que donc on a créé le Eco, notre petite start-up, il y a de ça 7 ans maintenant, donc en 2013, Mhm. avec un puis plusieurs associés. Et puis, ce qui est intéressant quand vous créez une société, c'est que ben, les choses se font très rapidement, tous discutent autour de la table, les décisions se prennent, même s'il y a une personne qui a le titre de CEO, en fait, elles se prennent de manière collective, puisque vu Mhm. qu'on est 2, 3, 4, 5, 6, justement, tous discutent autour d'une table, l'information est diffuse, tout le monde a l'information, et tout le monde a le pouvoir, puisque finalement, celui qui représente le pouvoir est tout près. Et en fait, ce qu'on s'est rendu compte avec l'évolution de la société, bon, on a engagé 10, 15, puis 30, puis 40 personnes, on s'est rendu compte que cet engagement du début, eh bien, on le perdait peu à peu. Puis on le perdait. Évidemment, c'est quelque chose qui nous a beaucoup marqué les fondateurs. On s'est dit, mais tiens, pourquoi tout d'un coup on commence à avoir des comportements d'entreprises traditionnelles dans lesquels les gens commencent à se plaindre ou à être un peu moins impliqués, un peu moins engagés dans leur travail. Et puis on essaie un peu remonter le fil et on s'est rendu compte que bah, c'était cet éloignement avec le pouvoir et le savoir qui faisait que les gens se désengageaient presque mécaniquement. D'accord. Puisque la seule façon qu'on a, que l'on connaît pour se coordonner dans une entreprise, enfin celle qu'on nous a toujours enseignée, c'est bah, vous créez des équipes, puis vous créez des chefs d'équipe et puis les chefs se coordonnent entre eux. Mais en créant ces couches hiérarchiques, en fait, mécaniquement, vous allez retirer en fait le pouvoir et le savoir des gens pour les confier à des chefs, puis à des chefs, puis à des chefs. Et du coup, on crée ce désengagement. Puis à Mhm. partir de ce moment-là, quand on a senti ça, quand on a perçu ça, on s'est dit c'est le moment de changer. Puis on est parti dans cette phase de transition avec tout un travail pour définir notre modèle de gouvernance qu'on a finalement adopté en mai 2018. D'accord. Oui, donc alors ça a tendance, en fin de compte, d'isoler les différents services du cœur, en fin de compte, du métier, quoi. Ah, ouais, c'est vraiment cette question de pouvoir et de savoir. De pouvoir être savoir. Ouais, on l'a vraiment modélisé comme ça parce qu'on a beaucoup réfléchi. Puis on a aussi beaucoup lu sur la question, puis en fait, on s'est rendu compte que plus vous éloignez les gens du pouvoir, plus ils ont une tendance bah, déjà à désengager et plus ils ont une tendance à se battre finalement contre les décisions prises, bah, évidemment qui les concernent, mais prises par d'autres, plutôt que d'aller dans le sens bah, de l'intelligence collective, Mhm. du bateau commun. D'accord. Mm. Et alors, cette transition, est-ce que ça a été un chemin facile pour toi? Bah, honnêtement, c'était plus smooth que je pensais. Donc, ça a été relativement bien. Alors, Ok. pourquoi c'était relativement bien? C'est parce que déjà, on est une entreprise qui était relativement jeune, donc il y avait peu je sais pas, de bastions hiérarchiques ou de gens qui s'étaient créés justement leur petit château de décision et ça. Il y avait aussi déjà une culture, des valeurs très axées sur l'humain, sur l'intelligence collective, hein, qui est une de nos valeurs fondamentales. Et en fait, le nouveau modèle de gouvernance allait à fond dans ce sens-là. Ce qui évidemment aurait été beaucoup plus difficile certainement si on avait eu 10 ans de plus d'histoire, avec justement bah, des bastions en place, Ouais. voire évidemment des valeurs qui étaient dissonantes par rapport à ce modèle. Mhm. Donc, je crois qu'assez vite, en tout cas au niveau de la direction de l'époque, on a pu, avec le soutien du conseil d'administration, décider de partir dans cette aventure. Et puis, qu'est-ce qu'on a fait simplement? C'est qu'on a été chercher, alors là, ça s'est d'abord passé dans le cadre du comité de direction. On a bah, tous lu Réinventer les organisations de Laloux. Donc, voilà, j'ai offert un livre à chacun.
Et puis, on a décidé de partir, en tout cas de tester Holacracy. Et pour ça, en fait, chaque équipe opérationnelle a élu un représentant qui, adjoint au comité de direction, est allé se former sur Holacracy. Voilà comment est-ce qu'on D'accord. a commencé notre aventure. Et puis suite à ça, donc ce groupe qu'on appelle le groupe TIL, qui était formé d'une quinzaine de personnes, eh bien, a en fait travaillé sur la gouvernance que l'on souhaitait pour l'OICO, qui est en fait un dérivé de l'holacratie, mais pas holacratie quand même. C'est pour ça qu'on l'a appelé l'oïcocratie. Donc, mais c'est un D'accord. processus qui a duré environ une année entre le moment où on a fait ses formations en holacratie jusqu'au moment où on a dissous la direction en mai 2018. Une année, alors, ça a été assez rapide, non? Ouais, tout est relatif. Je sais pas, une année à l'échelon d'une PME, ça peut paraître très long aussi. On n'a pas voulu brusquer les gens. On a vraiment voulu que les gens prennent Ouais. ça en main, qui s'approprient la méthode. C'est clair qu'il y a beaucoup de doutes aussi. Hein. Il y a il y a des peurs. Le fait qu'on se dit tout d'un coup, bon ben, on va enlever cette espèce de black box qui est la direction, et du coup, on va faire prendre des décisions à des gens qui soit n'ont pas pour certaines perceptions en tout cas, le talent, soit le recul, soit la seniorité. Plus le fait que du coup les gens sentent que ce chapeau qui était très bienveillant, hein, parce qu'on avait une direction, je crois, qui était très bienveillante et qui Mhm. du coup protégeait beaucoup les gens. Mhm. Là, certaines personnes ont pu sentir que le nouveau modèle les mettait plus en danger, plus à risque, puisque elle mettait plus de capillarité entre le monde extérieur et puis les porteurs de rôle. Mhm. Voilà, il y a plus de, voilà, vous étiez plus directement sur le front, hein, puisque vous pouvez décider, vous avez, en fonction des informations qui vous sont données. Et ça générait des peurs. Donc ça, il a fallu travailler là-dessus. Et puis je crois que le fait que les gens des équipes soient impliqués dès le début a fait que ceux qui portaient le projet ont pu bien communiquer à l'intérieur de leurs équipes. Ce qui, par contre, n'a pas évité le fait qu'on a eu quand même pas mal de gens qui ont été un peu déstabilisés, qui ont senti une pression, qui étaient contre le Bien modèle. sûr, Donc, sinon, ouais. il y a eu évidemment pas mal de blocages sur lesquels il a fallu travailler. Mais nous, notre pari, ça a été de dire, OK, on travaille en équipe pour monter en place un modèle. Puis quand on croit à notre modèle qui était validé par le conseil d'administration, par la direction et par l'équipe TIL, on y va, quoi. Enfin, on n'a pas fait un truc qui a duré justement 2, 3 ans. On a fait une équipe après l'autre. On Mhm. a dit allez, on y va. Puis en fait, les bonnes choses sortent du chaos, quoi. Il faut à un moment donné qu'on secoue l'organisation, puis que l'organisation vive le modèle, et après de manière agile, qu'on fasse évoluer le système. Et Mhm. pas essayer de travailler pendant 3 ans sur un système qu'on veut le plus parfait possible, puis après on le met en place, puis on se rend compte de toute façon, tant qu'il n'est pas vécu, il n'est pas parfait, quoi. Il ne C'est le sera ça, ouais. jamais d'ailleurs. Ouais. Ouais, c'est sur le chemin, en fin de compte, que les solutions arrivent aussi. Mais là, en termes de, on sait très bien que là, on entend bien que la dynamique relationnelle, c'est pas forcément quelque chose de facile. C'est un des facteurs bloquants, en fin de compte, le changement. Qu'est-ce que vous avez mis en place? Comment vous avez géré ça concrètement? Déjà, on a essayé de partir dans un modèle qui nous correspond en termes de valeur, mais enfin, vraiment basé sur la confiance à fond, quoi. On s'est dit, on est tous conscients que le modèle n'est pas parfait, mais on le dit. On communique régulièrement sur ce modèle et ses imperfections, sur où est-ce qu'on en est dans le processus, et puis pour que les gens évidemment s'approprient ce modèle comme étant un modèle en construction, et puis agissent dans le sens de cette construction. Donc ça vraiment, on a voulu, c'est très ancré dans nos valeurs, mais vraiment que les gens se sentent responsables autant que l'équipe TIL que ce modèle fonctionne. Donc Hmm. ça, c'est déjà une première chose, un point qui est déterminant. Et puis après, dans les équipes, on a créé des rôles des rôles qu'on appelle chez nous des rôles transversaux, qui sont les mêmes dans chacune des équipes. Hein. C'est des rôles transversaux au rôle support. Et notamment, il y a un rôle qui s'appelle le rôle talent, qui est censé prendre garde à l'humain, à son développement, à ce qu'il peut ressentir. Et on a fait en sorte que ces rôles talents prennent du temps pour parler avec les gens, et s'approprient vraiment aussi ce nouveau rôle, hein, qui était aussi Hmm. nouveau pour eux, puisque c'est très difficile lorsqu'on met en place un modèle de ce type-là, qu'on veut le plus transparent possible, le plus bienveillant, le plus partagé, d'anticiper les réactions
les collègues. Ouais, tout à Puisque fait. Ouais. les réactions vont dépendre de plein de choses. D'abord de la confiance qu'ils ont en eux-mêmes, puisque si j'ai pas confiance en moi, je vais avoir de la peine à faire confiance souvent dans les autres, et du coup, je vais avoir tendance à cadenasser un petit peu quand je sens que je peux être mis en danger, alors qu'on veut pas que les gens se sentent mis en danger, mais plutôt que dans une logique de libération et de plaisir et de bienveillance. Mais si j'ai pas confiance en moi, si peut-être aussi j'ai un background dans des organisations peut-être très contrôlantes, dans lesquelles j'ai peut-être jamais eu forcément mon mot à dire. Enfin, bref, il y a plein de choses qui font que chaque collègue, quel que soit le modèle qu'on met en place, va vivre son introduction de manière différente. Hmm. Et à part communiquer à fond, impliquer à fond les gens, et puis être très agile dans l'évolution de ce modèle au fur et à mesure des feedbacks qui parviennent et des propositions qui sont faites, moi, il n'y a pas de, il n'y a pas de remède miracle. Hmm. Hmm. Un modèle qui viendrait, enfin, qu'on vendrait en disant, bah, ce modèle va permettre à tout le monde de s'intégrer parfaitement et puis tout le monde se sentira bien avec ça, c'est un mensonge, puisque c'est pas comme ça que l'humain fonctionne. Et on sait que du moment qu'il y a du changement, bah, c'est désarçonnant et qu'en fonction du background que vous avez, de vos valeurs, de votre culture, aussi de la valeur ajoutée perçue dans l'organisation, certaines fois, certaines personnes sont un petit peu en délicatesse aussi, des fois, avec le rôle qu'ils jouent euh, avant. Et puis, plus ils sont en délicatesse avec ce rôle, plus le fait d'ouvrir et de rendre tout ça transparent fait que ben, ils vont avoir tendance à se protéger en faisant plus du marketing d'eux-mêmes qu'en voulant vraiment participer à l'effort collectif. Et c'est très humain, hein, c'est les niveau 2 de la pyramide de Maslow, finalement. C'est la Hmm. sécurité, le fait de se sentir en sécurité. Bah, le fait d'ouvrir ben, peut, pour certaines personnes, être très désécurisant et du coup engendrer des réflexes de repli plutôt que d'ouverture. Et ça, c'est qu'en accompagnement, enfin, en accompagnant individuellement les collègues avec un modèle de coaching, que ça peut se régler dans le temps. Hmm. Vous avez des D'accord, gens ouais. qui vont partir aussi, Ouais. des gens qui partent évidemment. C'est vrai que face au changement, ça soulève beaucoup de questions, beaucoup de réactions. Et on entend bien hein, que ces réactions, elles ont été traitées de manière individuelle, avec donc une mise en responsabilité de chacune des personnes quand même dans la transformation, qui permet justement cette mise en confiance, et aussi un espace d'accueil, d'écoute, d'échange, dans lequel ils pouvaient voilà, parler de leurs difficultés face à ce changement. C'est bien ça. Et on a renforcé ça encore. Je pense qu'on a, au début, on a certainement pas donné suffisamment d'espace aux gens, bah voilà, parce que on a une PME avec des ressources limitées, il y a un travail qui doit Mm. être fait. C'est clair que si on avait des ressources illimitées, on pourrait mettre, je sais pas, un coach, un assistant social, un psychologue du travail derrière chaque collaborateur, mais c'est Ouais. évidemment pas possible. Et pourtant, pour certains, évidemment, il y a le besoin est là, on le sent. Et là, maintenant, avec le temps, on a notamment créé un rôle qui organise très très souvent et de plus en plus souvent des workshops autour de la question de l'organisation et comment est-ce que je me sens par rapport à l'organisation, pour que les gens puissent sortir en fait ce qu'ils ont en eux. Des fois, on est très étonné hein, quand on a été au sein d'une direction d'entreprise, alors bienveillante avec des belles valeurs, mais néanmoins traditionnelle. On est assez étonné de ce que peut donner un modèle ouvert comme ça, si vous allez dans votre direction, vous dites bon ben voilà, il faut que j'implique les gens, il faut que je leur donne le pouvoir, il faut que je sois le plus transparent possible, et puis tout va aller super bien parce que les gens du coup vont se responsabiliser. Ça, puis en fait, on voit que dans les faits, c'est pas si évident que ça. Il y a des fois de la méfiance, aussi de l'incompréhension. Parce que peut-être certains ont de la peine à avoir la vision globale parce que ils ont toujours été confinés à un endroit, puis tout quand les choses s'ouvrent, puis ils disent mais qu'est-ce que je fais avec ça? Et puis il y a une méfiance naturelle de l'être humain envers le changement. Des fois on va essayer de chercher peut-être des raisons qui n'en sont pas, en disant mais pourquoi est-ce que finalement on fait tout ça? Est-ce qu'il n'y a pas des dessins cachés? Alors qu'on se veut Mm. le plus ouvert possible, hein, mais en fait il y a Mm. plein de choses des fois qui parviennent à nos oreilles. Et puis c'est vrai qu'en tant que fondateur et ancien membre de la direction, là, si on parle de soi, de la personne, hein, ça peut être assez blessant des fois. Ah, mais on a Mm. fait tout ça, on a ouvert, on va dire que moi je veux vraiment. Alors qu'avant on avait tout le pouvoir, on dit bon, on partage tout le pouvoir, on donne, on donne, on donne, on donne. C'est l'impression qu'on a. Hein.
Hmm. Et puis après, on se dit, mais tiens, mais il y a certaines personnes qui réagissent de manière très particulière, de nouveau par rapport à la perception qu'on a de la juste action dans cet environnement-là. Et là, il faut vraiment faire un travail sur soi pour, de nouveau, dans un esprit d'ouverture et de coaching, d'accompagnement, pour expliquer, réexpliquer. Et puis, parce que les personnes sources d'une organisation sont quand même déterminantes dans ce processus et doivent continuer à être déterminantes après. Hein, mais par contre, elles doivent adapter leur comportement au nouveau modèle. Et là, ça implique aussi un travail sur soi-même. Pourquoi pas de se faire coacher aussi. Vous avez certainement qu'un ancien directeur, peut-être est celui qui devrait le plus se faire coacher pour être capable de libérer et de lâcher la bride un maximum. Hmm. Parce qu'il y a Oui, forcément ces c'est pas évident. réflexes qui Ouais. Hmm. reviennent de contrôle, Hmm. et ça, c'est pas évident, non. C'est des choses sur lesquelles il faut travailler, et certainement qu'un un des blocages principaux dans ce genre de mission de libération, c'est les anciens chefs eux-mêmes qui des fois se voient dépossédés de certaines choses ou qui sentent que s'ils n'ont pas le contrôle qu'ils avaient avant, on viendra leur reprocher que la qualité n'est pas là ou que Ouais. ça ne marche pas aussi bien qu'avant. Donc il y a vraiment, Hmm. il y a vraiment des blocages à régler, tant du point de vue des anciens cadres que des collaborateurs, mais que aussi des membres du conseil d'administration, que des actionnaires. Enfin bref, il y a un alignement à faire et d'ailleurs il est très important. Parce que Hmm. si vous prenez pas toutes les parties prenantes, alors on peut encore imaginer les clients, les partenaires, mais déjà rien que vos parties prenantes internes dans la boucle pour ce genre de projet, très rapidement, vous aurez un conseil d'administration qui va venir dire ah mais écoutez, enfin, pensez pas qu'il faut vraiment reprendre la main là-dessus. L'assemblée générale, si c'est tout dépend de la structure que vous avez, mais qui pourrait mettre la pression sur une rentabilité court terme, alors que forcément dans ces phases de transformation, ça coûte, ça prend du temps et des fois on se concentre un petit peu moins sur le développement de ces affaires. Voilà, donc si vous n'avez pas tous ces gens-là qui sont alignés, ça peut être extrêmement dommageable. Parce que, Ouais. Ça voilà, peut même imploser ou exploser, quoi. ouais, clairement, Ouais, clairement. parce en fait, le modèle traditionnel, il est bourré de certitudes et bourré d'implicites, mais c'est celui qu'on connaît, et puis on ne pourra jamais reprocher finalement à une direction de fonctionner comme ça, parce que c'est comme ça que fonctionnent toutes les entreprises. Quand vous prenez le pari de l'humain, quand vous prenez le pari d'ouvrir tout ça, eh ben, vous avez beaucoup de voix qui s'élèvent, internes ou externes, en disant mais attention, c'est dangereux. Hmm. Est-ce qu'il n'y a pas des gens qui vont essayer de tirer profit, de se cacher, et puis je sais pas, de pas travailler, et puis ça va vous coûter cher parce que vous avez beaucoup de ressources qui seront là mais qui travailleront pas, ils n'ont pas des chefs pour les contrôler. Vous avez toutes ces espèces de voix qui soit en frontal, soit de manière un petit peu détournée. Et puis, si vous ne travaillez pas l'alignement de tout ça par un maximum de communication, un maximum de travail en commun, un maximum de partage de tout ça, vous avez une chance que le modèle finalement il Hmm. implose parce que vous allez avoir une partie de ceux qui étaient pour l'ancien monde qui vont commencer à faire un peu de poétique pour dire faut qu'on y revienne. Soit des membres du conseil d'administration qui vont dire ah mais je vous avais bien dit que vos trucs n'allaient pas marcher. Hmm. Donc c'est vraiment c'est pour ça que souvent moi je suis très prudent quand les entreprises viennent nous voir en disant ah mais on aime bien ce que vous faites, on aimerait bien faire la même chose que vous et puis est-ce que vous pouvez pas nous aider? Wow. Moi, je dis, OK, nous, on veut bien vous partager notre expérience, on veut bien donner deux, trois trucs, mais il y a tellement de facteurs pour que ce truc-là fonctionne vraiment. Et ça va vraiment partir de nouveau de la gouvernance fondamentale qui est d'abord l'Assemblée générale, après le Conseil d'administration, parce que ça, c'est la loi, on n'a pas le choix. Et si vous n'avez pas aligné tout le monde pour partir dans votre truc, il y a pas mal de chances Hmm. pour que ça parte en sucette, quoi. Alors, qu'est-ce que ça a concrètement apporté de positif, cette nouvelle organisation, par rapport à l'ancienne? Quel bénéfice vous en tirez maintenant dans votre fonctionnement chez Loico? Ouais, d'abord, je dirais l'engagement collectif et l'engagement individuel pour le collectif. Ouais, tu sens Euh, ça? Ouais, je Vraiment à sens. tous les Ouais, niveaux? je sens qu'aujourd'hui on est beaucoup plus Alors de nouveau, on peut pas dire que 100% des Loicomates sont 100% impliqués pour 100% du collectif. Enfin, c'est impossible. C'est comme les sophistes qui disaient qu'il fallait tendre par la pensée vers la reconnaissance divine. Quand on n'y arrive jamais à la reconnaissance divine. Donc c'est toujours. Mais malgré tout, ce qu'on sent là, c'est qu'on a un taux de collaborateurs impliqués pour le collectif qui est bien plus élevé qu'avant. Hmm. Mais D'accord. notamment parce que on a, au travers de ce qu'on appelle chez nous les rôles transversaux, donc c'est des rôles qui impliquent une décision pour le collectif,
On a aujourd'hui 70 à 80 rôles transversaux environ. Donc sur maintenant, on sera 100 collaborateurs le mois prochain. Donc en fait, on a 80% parce on essaie de faire en sorte que les gens puissent pas accumuler des rôles transversaux, ou un minimum en tout cas. Mais on a presque, on va dire 2 tiers des loïcomèdes qui ont un rôle qui implique une décision touchant le collectif, qui est plus ou moins large. Ce qui fait que, de facto, vous avez ce mouvement de fond. Hein, c'est comme si vous aviez tout d'un coup 60, 70, 80 entrepreneurs qui se posent la question, mais est-ce que c'est juste de faire ça? Est-ce qu'on va dans le bon sens? Et puis qui, le cas échéant, quand il voit quelque chose qui va pas, va pouvoir plutôt avoir tendance, c'est ce qu'on veut, à chercher des solutions, à les trouver, puis même si c'est dans leur rôle et dans leur autorité, à les mettre en place eux-mêmes. Donc ça, vraiment, ce commitment, cet engagement, alors ça, c'est clairement un truc que l'on sent. On a senti aussi, c'est intéressant, hein, mais une application, peut-être c'est pas quelque chose auquel on s'attend tout de suite quand on parle de l'organisation partagée, mais une beaucoup plus forte implication pour l'argent de l'entreprise. C'est hyper Ah oui. intéressant. C'est vraiment que tout est très ouvert, que les gens ont accès aux chiffres, au budget. Mais y avoir accès, c'est une chose. Ça, c'est ce qu'on appelle le savoir. Il y a beaucoup d'entrepreneurs qui communiquent sur leurs chiffres, qui donnent leur marge à l'interne ou même à l'externe. Il n'y a pas de souci. Le problème, c'est que si vous n'avez pas le pouvoir qui va avec, donc si les gens ils peuvent pas vraiment prendre des décisions avec ces informations-là, Ah oui. en fait, ils vont pas intégrer l'information. Elle va pas être importante pour eux, parce que si on vous dit, voilà, nos budgets, voilà notre marge, voici nos trucs, si vous pouvez rien en faire, c'est pas une information que vous allez capter. Comme tout type d'information d'ailleurs. C'est pour ça que le pouvoir et le savoir chez nous sont hyper corrélés. Si vous pouvez, vous avez envie de savoir, puis si vous savez, vous pouvez mieux. Et puis dans la dimension financière, ça c'est hyper important. C'est-à-dire qu'on s'est rendu compte, du coup, on a tous les porteurs de rôles transversaux, donc c'est 70% de l'entreprise, ils ont tous un lien avec le budget. Ils participent tous à la construction de ce budget, au suivi, aux décisions, etc. Et vous pouvez imaginer que du coup, ça engendre une conscience collective de la dimension financière d'une entreprise, hein, qui est non pas la seule dimension importante en termes de performance, mais qui est celle qui va permettre à l'entreprise de durer, d'investir, de bien payer les collaborateurs. Donc c'est évidemment très très important, c'est le sang de l'organisation. Et ça, j'ai senti très fort aussi. Donc c'est un des deuxièmes facteurs pour moi ou évolution majeure. Et puis ce qu'on commence à voir maintenant, mais ça prend quand même du temps, c'est des initiatives entrepreneuriales qui émergent, qui surgissent en dehors des personnes sources. Ah oui. Ok. Et ça, pour moi, c'est ce qui prend le plus de temps. Que les gens sentent que déjà qu'ils comprennent évidemment la big picture, qui comprennent plus le marché, parce que si vous êtes avant, entre guillemets, confiné dans un rôle, d'apporter un service à une clientèle qu'on vous confie, le temps que vous ayez compris, enfin que vous ayez une perception de ce que vous pouvez faire dans le cadre de la logocratie, de ce que le client potentiellement a besoin, puis que vous preniez des mesures pour apporter de nouvelles solutions, ça prend beaucoup de temps. Évidemment, c'est pas tout le monde qui va avoir ni l'envie, ni le talent, ni l'engouement pour ça, mais ça commence à émerger. Alors on voit des initiatives de nouveaux produits, de nouveaux services, d'optimisation de tel ou tel processus qui émergent parce que les gens petit à petit sentent qu'ils peuvent, et puis voilà, c'est hyper intéressant. On a un processus évidemment pour les décisions stratégiques qui est un processus qui englobe une bonne partie des gens, donc ça je pourrais aussi en parler, mais donc c'est pas j'ai une idée dans un coin et puis c'est super, ça va coûter 500 000 balles à la boîte, puis je peux le faire évidemment parce que il y a des implications sur beaucoup de monde. Donc on a un processus pour les projets stratégiques. Mais de nouveau, ces décisions stratégiques, c'est 1% des décisions qu'on prend dans la boîte, donc il y a 99% qui se prennent avec les rôles des autorités. Mais ces projets de nouveaux produits, nouveaux services, qui peuvent être des fois assez stratégiques, eux, on les voit émerger maintenant et on a ce process qui permet de les faire éclore, les faire sortir avec l'accord des actionnaires, du conseil, etc. Oui, donc ça bouillonne d'idées, ça bouillonne de créativité et vous accompagnez dans la mise en place de cette créativité, quoi. Ça m'a l'air très vivant en tout cas.
en interne? Oui, alors de nouveau, je pense que, comme j'ai dit avant, hein, on essaye de faire en sorte qu'un maximum de l'oïcomètre ait envie de développer de nouvelles choses, s'impliquer sur de l'optimisation de process. Aujourd'hui, on a un taux, je ne saurais même pas dire quel est le taux de gens qui le font vraiment. On est persuadé que ce taux va augmenter progressivement avec les années, mais c'est vraiment pour nous une des clés de ces modèles partagés. C'est ce caractère organique, le fait que l'entreprise, que les groupes, que les équipes, que les rôles fonctionnent d'eux-mêmes et surtout puissent apporter une valeur productive et une valeur d'innovation L'innovation, ouais. à l'entreprise. Et ça, pour que le terreau soit propice à ça, voilà, ça prend du temps. Et puis là, on voit maintenant, après deux ans que le modèle est en place, que ça commence vraiment à émerger, qu'on a des choses qui sortent, que tout d'un coup, on a encore un collègue ce matin qui me disait, ah, mais j'ai entendu que telle ou telle organisation qui veut défendre l'IT durable, c'est l'exemple que j'ai eu ce matin, en train de se créer. Moi, j'aimerais bien m'impliquer dans le comité pour co-créer l'association. Les gens savent qu'ils peuvent le faire puisqu'ils peuvent utiliser leur temps comme ils veulent. Donc, si je veux m'impliquer dans une association qui fait du sens en termes de valeur, personne chez l'ECO vous dira tu peux pas le faire puisque personne n'a l'autorité pour le faire. Vous avez le droit de vous organiser comme vous voulez. Mais le temps que ça soit posé, que les gens le fassent vraiment, ça prend du temps. Et nous, on l'encourage à fond parce que on sait que c'est en maximisant les interactions avec l'extérieur qu'on ramène les bonnes idées dans l'entreprise, qu'on fait connaître l'entreprise. Hein. Donc, l'OICO, ce qui est particulier, c'est qu'on n'a pas de vendeur. Il n'y a personne qui est ni payé à la commission, ni qui a des objectifs de vente. Donc, en fait, nos développements commerciaux dépendent de ces ambassadeurs de marque que sont chaque collaborateur. Et pour qu'ils soient vraiment ambassadeurs de la marque, il faut qu'ils sortent. Mais pour qu'ils sortent, il faut qu'ils le fassent sur des projets concrets. C'est aller boire des verres dans des events, ça sert à rien. Enfin, tout le monde le sait. Par contre, il faut, si vous voulez, faire rayonner la marque, il faut vous impliquer dans les projets qui font du sens et y apporter une valeur. Et ça, on a toujours cru. Maintenant, le temps que ça se fasse, que les gens prennent ça, et certains, ils en ont rien à foutre, ils n'ont pas envie de le faire, mais on les pousse pas. Mais là, on voit que tout d'un coup, voilà, on apprend que telle ou telle personne s'est engagée là, telle ou telle personne a souhaité lancer un projet dans tel ou tel domaine. Et je rappelle que chez Leco, on a cette vision différente de la performance qui donc basée sur le label Bicorp, hein, qui est ce label d'entreprise, enfin cette communauté d'entreprise durable, et qui définit que la performance, c'est pas juste la performance de productivité traditionnelle, donc chiffre d'affaires, rendement et tout ça, mais c'est aussi l'impact qu'on a sur la communauté, sur les gens, à l'interne ou à l'externe, sur l'environnement. Et donc, quelqu'un qui s'implique pour un projet qui fait du sens, c'est de la performance aussi. C'est de la performance au sens de points Bicorp sur l'axe communauté, si on veut parler ainsi. Mais voilà, puis du coup, tout ça fait que cette vision différente de la performance, couplée à un modèle dans lequel on laisse aux gens la possibilité de s'impliquer pour les causes qui font du sens pour eux vraiment, et gentiment, ça commence à porter ses fruits et on commence à améliorer nos impacts et on commence à avoir de plus en plus de gens qui sortent et qui font connaître la marque Loïco à l'extérieur. Ok, alors dernière petite question que je voudrais te poser sur un peu plus personnel. J'aimerais moi savoir en fin de compte ce que ça a changé pour toi sur le plan individuel de transformer enfin d'accompagner la transformation de cette gouvernance. Est-ce que ça a contribué à te faire évoluer personnellement et puis si oui, en quoi en fait? Pour moi, les organisations, d'ailleurs qu'elles soient for profit ou non profit, m'ont toujours passionné. Donc, le fait de m'impliquer dans ce projet de transformation organisationnelle, ça a été absolument, super enrichissant, passionnant. Ça continue c'est génial parce que tous les jours, on apprend quelque chose d'autre. Tous les jours, nos collègues nous apprennent quelque chose d'autre, évidemment sur eux, mais sur ce qu'on peut faire de l'organisation quand elle est utilisée à bon escient. Et ça, je trouve vraiment hyper enrichissant. Pour ma part, je participe aussi à beaucoup moins de processus ou de séances auxquelles j'apporte pas de valeur. Avant, je participais beaucoup à des séances parce qu'il fallait quelqu'un qui puisse prendre la décision. Aujourd'hui, c'est plus le cas. Donc, je trouve vraiment absolument génial de voir que de nouveau, les décisions se prennent de manière organique et toujours de manière très très transparente et très explicite. Puisqu'on sait qui a quel rôle, on a notre outil Peerdom de modélisation des rôles, et donc on sait qui aller voir pour prendre quelle décision,
Et donc, on sent que tout ça est finalement beaucoup plus fluide. Et ça, c'est une satisfaction personnelle très forte, hein, le fait de se dire, bah, tiens, on a enfin réussi à faire en sorte que les gens avancent, prennent leur rôle, prennent leur autonomie, prennent leurs décisions, et qu'on puisse prendre beaucoup plus de décisions au quotidien, et que l'entreprise soit beaucoup plus agile, aille beaucoup plus vite, s'adapte beaucoup plus vite à son marché, à son environnement. On a vécu, on est dans une crise quand même sans précédent, en tout cas de notre histoire à nous, à nous humains de 40 ans, voilà. Et en fait, on voit que ce corps organique s'adapte parfaitement dans cet environnement de crise, puisque nous, ça fait maintenant 6 semaines que tout le monde est à la maison. On n'a pas d'impact opérationnel du tout. Les équipes Wow. qui étaient déjà autonomes, elles sont autonomes, donc de toute façon, elles continuent à décider. Donc, en fait, ce qui est assez intéressant, c'est que, en fait, pour nous, cette crise elle presque arrive au bon moment. Parce qu'après 2 ans de mise en place du modèle, on a vraiment pu tester le modèle avec une situation qui l'a beaucoup secoué, enfin qui secoue les organisations. Et souvent, les gens me disaient, ah, mais tu verras, c'est bien ton truc, mais ça marche en temps de paix, quoi. Euh, mais, Hmm. mais ça marche pas quand il y a une vraie crise. Et là, de nouveau, voilà. Après, moi, on a beaucoup d'humilité par rapport à cette crise parce qu'on n'a pas un chiffre d'affaires qui a été très touché. C'est-à-dire Hmm. si vous perdez 50% de votre chiffre d'affaires, en tout cas, ça ne veut pas dire que notre modèle n'aurait pas marché, mais c'est-à-dire qu'on n'a pas été autant touché dans cette crise que d'autres organisations. Donc certains pourraient dire, ouais, mais pour vous, c'était pas une vraie crise. Mais malgré tout, il a fallu assumer le service avec des clients qui ont augmenté leurs demandes envers nous. On s'est dit peut-être qu'on aura moins de travail. En fait, on a eu plus de travail sans avoir plus de chiffre d'affaires en l'occurrence, mais on l'a maintenu. Et puis les équipes ont fonctionné à la maison. Donc 100% des collaborateurs sont à la maison depuis maintenant 6 semaines, donc c'est comme 100 personnes à la maison. Et puis on n'a pas, parce qu'on a fait des enquêtes feedback auprès de nos clients, et les clients n'ont pas senti la crise chez nous. Hmm. Et c'est vrai que ça, là encore, ça prêche en faveur de ce modèle agile qui, par définition, s'adapte mieux aux crises que des modèles plus traditionnels dans lesquels les processus de décision prennent du temps. Puis surtout, les gens attendent un petit peu dans une logique hiérarchique qu'on leur dise ce qu'ils doivent faire. Et puis quand tout le bateau bouge dans tous les sens et que vous êtes manager avec 10, 15 ou 20 personnes, le temps que vous avez eu déjà le temps de prendre connaissance de la situation, de décider et puis de prendre en compte chacune des situations, le bateau il a peut-être déjà coulé, quoi. Donc Ouais, ouais, là, c'est ça. ouais. Là Wow. on a réagi très vite, quoi. Donc, Non, c'est énorme. Ça donne, ça présage, c'est vraiment de bon augure, quoi. Ça fait vraiment une, euh, un navire qui peut naviguer en tempête, mais de manière très sereine, quoi. alors, de nouveau, hein, touch wood, quoi. Ouais. On a eu voilà, une crise qui était pour nous, en tout cas, en tout cas au niveau du nerf de la guerre qui est l'argent, pas si importante que ça. Par contre, c'était un grand challenge opérationnel quand même. Puis là, on voit que sur la partie opérationnelle, effectivement, le bateau a tenu bon. Et je trouve intéressant parce que maintenant, on peut dire que une organisation partagée, sans hiérarchie, en tout cas de notre perception, peut bien fonctionner en temps de crise, alors que Hmm. souvent les gens nous disent ah mais tu verras, quand ça sera une vraie crise, tu devras reprendre la barre en tant qu'ancien capitaine. Et Hmm. là ça n'a pas été le cas. Alors moi j'ai un rôle de gestion de crise. Un de mes 16 rôles, c'est un rôle de pilote de crise. Donc moi ce que j'ai fait, c'est que j'ai organisé à partir du 25 février, quand le premier cas de virus était détecté en Suisse, j'ai organisé une équipe de crise. Et donc, on a eu quand même une équipe qui a existé dans la crise, mais qui était une équipe de coordination, qui prenait les informations. Et en fait, on aurait pu imaginer, moi j'avais en tête, parce que de nouveau, notre modèle a que 2 ans et on n'avait jamais vécu de crise avant. Euh, j'avais quand même parce on a plusieurs étapes d'activation du plan de crise et j'avais en tête le fait qu'à un moment donné, si la crise était très très forte, il pouvait y avoir une substitution de l'équipe de crise à l'autorité des rôles traditionnels. J'en avais ça Mhm. en tête. C'est un plan qui est possible, mais c'est pas arrivé. C'est-à-dire qu'à aucun moment les autorités ont été pendant cette crise enlevées aux porteurs de rôle traditionnels. Donc le bateau a tenu sans qu'il y ait un groupe ou une personne qui ait dû reprendre à un moment donné la barre en disant bah maintenant c'est la crise, c'est moi qui décide. Hmm. Voilà, c'est intéressant. Ouais, On a beaucoup c'est appris. vraiment captivant. Ça donne vraiment envie d'approfondir le sujet avec toi. Et puis,
de voir comment vous êtes organisé, même au travers de Pierre Dorme. Là, tu disais que les rôles étaient dispersés en cercle, Mhm. voilà, organisés en cercle. Donc, voilà, ce serait intéressant d'approfondir à ce sujet-là. Et d'ailleurs, Pierre Dom est ouvert. On a décidé de l'ouvrir tout de suite à l'extérieur. Donc, en fait, et là, on travaille pour que chaque leucomètre, à terme, mais ça, c'est une question de jours maintenant, puisse avoir, en fait, sous sa signature mail, mes rôles leucocratiques, et vous cliquez Hmm. dessus. Alors déjà, c'est possible. Aujourd'hui, si vous allez sur pierredom.org/leuco, vous pouvez voir toute notre organisation comme nous, on la voit. Et puis, en fait, chaque leucomètre a un URL déjà. Cette URL sera intégrée dans les mails pour que quelqu'un qui a une interaction avec un leucomètre puisse, en cliquant sur sa signature, voir les rôles qui lui sont attribués, ce qui fait des rôles qui sont très internes pour certains et d'autres très externes. Ce qui permet aussi, parce que souvent c'est une question qui nous est posée, mais qui permet aussi de valoriser le leucomètre à l'extérieur au-delà du titre, puisqu'on a une société qui vit beaucoup par les titres, Hmm. et souvent on existe dans sa carrière par le titre qu'on a mis sur LinkedIn, quoi. Et dans une organisation partagée, sans titre ou avec moins de titres, là, pour l'instant on a toujours des titres, on a remis des titres, parce que justement les gens nous disaient mais à l'extérieur les gens comprennent rien. Mais là, l'idée, c'est de rendre l'organisation la plus compréhensible possible pour l'extérieur, pour aussi des questions de valorisation des leucomètres qui portent ces rôles, quoi. Donc, voilà, Hmm. il y a encore du travail là-dedans, mais c'est quelque chose auquel on croit beaucoup. Ouais. Ok, super. Bah écoute, merci Christophe d'avoir pris du temps pour nous partager ton parcours, pour nous partager ce que tu as vécu au travers de cette transformation de gouvernance. Et bah écoute, merci beaucoup. Et puis, Mais je t'en prie. je vous retrouverai pour d'autres interviews pour la Paradigme 21 Academy. Et bah, d'ici là, portez-vous bien. Bonne journée Christophe. Ciao. À bientôt. Au Salut, revoir. portez-vous Merci tous beaucoup. bien. Ciao.